Salut l'équipe, c'est Yas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il y a une équipe qui a particulièrement retenu mon attention et j'aimerais en parler avec vous. Donc n'hésitez pas, lâchez un petit like, abonnez-vous, boostez cette vidéo. Vous savez, maintenant que vous avez la petite option booster la vidéo, dès que vous likez, ça vous la propose juste en dessous. N'hésitez pas, ça aide vraiment au référencement de la chaîne. On essaye de se développer un peu. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Minnesota Timberwolves. C'est une équipe qui a particulièrement retenu mon attention parce que, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui monte en niveau au fur et à mesure de la saison et généralement, les Wolves, c'est toujours comme ça. En deuxième partie de saison, ils se réveillent et c'est là que ça devient une équipe qui est pratiquement injouable. Mais la petite particularité cette année, c'est qu'ils ont commencé bien plus tôt. Avant, on avait toujours ce All-Star break et en fait, après ça, ils devenaient vraiment terrifiants. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais là, ils sont pratiquement déjà injouables et on n'est même pas encore en février. Et du coup, j'aimerais savoir si, à l'inverse des saisons précédentes, vu qu'ils sont en forme dès le début de la saison, est-ce que ça va se calmer en avançant ou, au contraire, ça va être encore plus fort à l'arrivée des playoffs, à l'arrivée de la fin de saison. On sait que c'est une équipe qui sort de 2 finales de conférence d'affilée. Et généralement, quand une équipe arrive 2 fois en finale de conférence, c'est jamais un hasard. L'an dernier, on a pu voir que les Pacers étaient allés en finale NBA. C'était l'anomalie du système. Personne n'a compris ce qui se passait. Personne ne l'avait pronostiqué à l'avance. Mais les Wolves, en fait, c'est pas du tout la même conception d'équipe. C'est une équipe assez régulière. Ça fait quelques saisons qu'ils sont toujours dans le haut de tableau de la conférence Ouest. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué d'être en haut de tableau en conférence Ouest. Et cette équipe, en fait, elle est assez atypique parce que c'est pas du tout le genre de profil d'équipe qu'on a souvent. On a souvent des compositions à la Knicks avec un bon meneur tel Jalen Brunson, 2 bons ailiers comme Michael Bridges et OG Anunoby, et un bon pivot comme Karl Anthony Towns. Mais là, on a l'impression que c'est un seul noyau dur. Il n'y a pas vraiment une pièce qui se détache de l'autre. On a forcément Anthony Edwards qui est au centre du projet. Il n'y a pas forcément de petits joueurs dans cette équipe. C'est une équipe assez grande. Et on sent une homogénéité dans ce groupe des Minnesota Timberwolves. Comme je vous ai dit, cette équipe a fait 2 finales de conférence. Et il y a un truc qui pourrait vraiment être game changer pour cette équipe. Ça sera la première fois depuis les Golden State Warriors de Steph Curry et de Kevin Durant. Donc ça remonte à 2019 et ce sera la première fois qu'une équipe va 3 fois en finale de conférence d'affilée. On va déjà parler d'Anthony Edwards. Ce mec-là, c'est complètement le nouveau visage du basket américain. Tous les espoirs reposent sur lui. S'il y a vraiment un Américain qui doit devenir MVP dans les années à venir, bah ça sera forcément lui. On a tous entendu les comparaisons avec Jordan. Et finalement, on pourrait crier tout de suite au blasphème, mais je trouve que c'est pas anodin. Il y a alors déjà beaucoup de similitudes dans leur jeu. On sait qu'Anthony Edwards prend beaucoup de shoot mid-range, ce qui se fait plus trop dans la génération actuelle. C'est vraiment un mec old school. Mais là où je mettrais plutôt l'accent, c'est en fait surtout dans le comportement. Anthony Edwards, c'est un mec qui a une personnalité, un caractère très fort, un ego surdimensionné qui le pousse à se surpasser après chaque rencontre. En fait, à aucun moment ce mec-là, il va se dire on va laisser passer une victoire, je suis pas bon aujourd'hui, c'est pas grave. Ça, c'est des trucs qui rentrent même pas dans ses pensées. Le mec, il a une sérénité de malade. Et surtout, et c'est là où je vous dis que ça me fait penser à Jordan, il sait que c'est le go-to guy de l'équipe. S'il reste un shoot à prendre, il y a personne d'autre à part lui qui va le prendre. Et il va le prendre avec une sérénité, mais il peut être à -3, il va se mettre à 3 points, il va shooter en regardant son défenseur dans les yeux. Il a peur de rien, ce mec. Et franchement, s'il y a vraiment un joueur qui pourrait me faire penser à Jordan, de tout ce qu'on entend sur Jordan avec sa mentalité, cette envie de gagner, de toujours vouloir être le mec le plus fort sur le terrain, bah c'est bien Anthony Edwards en fait. Et tous les ans, même tous les jours en fait, on voit que le mec il progresse sous nos yeux. Ça fait 2 saisons qu'il s'est dit qu'il allait vraiment se lancer dans le shoot à 3 points, il en prend beaucoup plus qu'avant. Ça fait 2 saisons qu'il en prend énormément. L'an dernier, il en avait pris vraiment beaucoup et ça lui a été beaucoup reproché. Cette année, il en prend un petit peu moins, mais par contre, ses pourcentages ont vraiment augmenté. Il est beaucoup plus adroit à 3 points ou même à mi-distance. Mais en fait, je me dis que ça va pas cesser de progresser. On sait qu'avec l'âge, les joueurs deviennent beaucoup plus adroits. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'Anthony Edwards est déjà un peu en avance. En 2023, il prenait à peu près 6 shoots à 3 points par match. L'an dernier, il en prenait 10, ce qui était énorme, mais on l'avait jamais vu en prendre autant. Il avait un pourcentage de, entre 30 et 35%. Cette année, il en prend 8, donc entre les deux, et il est à 41% de réussite à 3 points. C'est énorme. Pour un joueur qui à la base, c'est pas sa spécialité. On est d'accord qu'Anthony Edwards, c'est un mec qui a du jus, c'est un gros slasher, mais s'il rajoute le shoot à 3 points dans son arsenal, et on le voit clairement, ça fait 2 ans où il commence à se perfectionner, vous imaginez tout le spacing qu'il crée dans son équipe. Le mec, il peut rentrer. Donc les défenses, elles sont aux aguets sur lui, elles mettent des systèmes en place pour que les intérieurs restent bien dans la raquette. À tout moment, il peut aller dunker sur un grand défenseur, et on a vu qu'il l'avait déjà fait. Ou s'il voit que c'est un peu trop miné, il ressort à 3 points, il balance, et s'il y a aucune des 2 possibilités qui se passe, bah il fait la passe à quelqu'un. Forcément, il y a souvent des prises à 2 qui sont effectuées sur lui, ça laisse énormément de place à d'autres joueurs, et justement, quelle transition, je vais tout de suite parler de Julius Randle, à qui justement, il fait beaucoup de bien.
Depuis son arrivée aux Wolves, depuis 2 saisons, on a vu un Julius Randle totalement différent. On sait qu'Onyx c'était la tête d'affiche de l'équipe, qu'il avait un peu mal vécu l'arrivée de Jalen Brunson. On sait que c'est un mec qui a besoin d'être chouchouté, d'être mis dans des bonnes conditions et tout. Et le fait d'avoir été passé de numéro 1 à numéro 2 après l'arrivée de Jalen Brunson, il a pas trop kiffé. Là, chez les Wolves, il est vraiment arrivé en tant que numéro 2. On lui a très clairement annoncé qu'il n'était pas numéro 1. De toute façon, ça fait l'évidence quand il y a Anthony Edwards dans ton équipe. Mais finalement, c'est un rôle qui lui va très bien. Cette année, Julius Randle, c'est clairement 22 points, 7 rebonds et 5 passes par match. Et il est à quasiment 50% au shoot. C'est énorme. Pour un intérieur, c'est énorme. C'est très rare d'avoir un intérieur aussi adroit. Et puis, c'est pas une énorme croquette. Il prend pas énormément de shoot. Il en prend à peu près 15. Vous imaginez s'il en prenait 20, il tournerait à 27, 30 points par match. La petite lacune, lui, c'est le shoot à 3 points. En fait, il en prend pas énormément, donc ça se ressent pas forcément dans le jeu, mais il a un pourcentage de 30%. À part ça, c'est un mec qui a un jeu sans ballon génial, il fait énormément de pauses d'écran, il est très imposant dans la raquette, et lui aussi, en termes de spacing, c'est génial, puisque ça fait un peu un monstre à 2 têtes entre lui et Edwards. On sait qu'il y a des équipes où vraiment, on voit qui est la tête d'affiche, donc c'est sur lui qu'on va défendre. Là, avec cette équipe des Wolves, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'Anthony Edwards doit toucher tous les ballons, mais à tout moment, il peut lâcher la balle à un Randle, à tout moment, il lâche la balle à un McDaniels. Il est pas bloqué avec le ballon parce qu'il sait qu'à côté de lui, il y a des mecs qui peuvent transformer. Et ça, mine de rien, pour les défenses, c'est un calvaire. Et du coup, très belle transition encore une fois, ça laisse de l'espace à des mecs comme Jalen McDaniels dont je viens de vous parler. Jalen McDaniels, clairement, pour moi, c'est un de ces joueurs qui te font gagner des titres. Pas par son niveau pur, mais parce qu'il apporte sur le terrain. Posez-vous devant un match des Wolves et regardez, s'il vous plaît, le niveau de Jalen McDaniels. C'est pas le mec qui va te mettre le plus de shoot, c'est pas le plus gros scoreur, mais il rapporte une énergie sur le terrain, il va toujours se battre pour le rebond, même s'il l'a pas. C'est des trucs qui vont pas forcément se ressentir dans les stats, mais il a un niveau, un jus, une explosivité sur le terrain que j'ai très rarement vu. Un peu comme un OG Anunoby, c'est un mec qui fait énormément d'efforts offensifs et défensifs sans forcément que ça se remarque dans les stats. Donc c'est un mec qui va poser des écrans. McDaniels pose beaucoup d'écrans. C'est très rare d'avoir un petit qui pose des écrans. Aujourd'hui, lui, il a 25 ans. C'est un mec qui joue très propre. Le petit bémol, moi, je pense, c'est qu'il prend pas assez de shoot, en fait. Il prend 11 shoots par match. Après, quand on a Anthony Edwards dans son équipe, c'est clair que c'est difficile de prendre des shoots. Anthony Edwards touche tellement de ballons dans le match que ça en devient presque impossible de prendre une quinzaine de shoots. Julius Randle le fait déjà, donc pour McDaniel, c'est difficile. Il en prend 11. Faut voir s'il en prend 15, est-ce qu'il arriverait à aligner les mêmes pourcentages. Là, actuellement, il est à 51%. Ça progresse d'année en année, on le voit, il progresse à une vitesse fulgurante. Il y a 2 ans, Jalen McDaniels, il prenait pas 10 points par match. Cette année, il est déjà à quasiment 16 points par match. Il prend un peu plus de rebonds, il fait un peu plus de passes. Je serais pas surpris que dans les années à venir, il devienne le lieutenant d'Anthony Edwards. Là, actuellement, il y a Julius Randle. Pour être numéro 2 de cette équipe, c'est un peu compliqué, mais ils ont le même âge, ils sont sur la même timeline. Il a pas ce problème d'ego dont je vous parlais, d'ego de star, dont je vous parlais dans une précédente vidéo où ça casse toute la dynamique d'une équipe. Ça va pas être 2 mecs qui vont vouloir être les numéros 1. Anthony Edwards, c'est clairement le numéro 1. Jalen McDaniels ne cherchera jamais à le devenir. Mais pourtant, il va apporter quelque chose de génial sur le terrain. Comme je vous ai dit, il a un jeu exceptionnel, il a envie de jouer, il a un QI basket terrible, il perd très peu de ballons par match, donc je vous ai dit, il joue très propre. Franchement, moi, c'est vraiment un peu mon chouchou de cette équipe. Comme OG Anunoby chez les Knicks, c'est vraiment des mecs qui jouent pour l'équipe, quoi. Que dire de Rudy Gobert? Il fait une saison exceptionnelle. Il est sur le point de remporter un nouveau titre de défenseur de l'année. Ce qu'il propose, c'est magnifique. Petite stat comme ça, j'actionne direct. Quand Rudy Gobert est sur le terrain, les Wolves, c'est la meilleure défense de la ligue. Tout simplement. Quand il l'est pas, ils sont 10e à peu près. J'ai pas la stat exacte, mais il y a une grosse différence en tout cas. Pour vous dire, la deuxième équipe, c'est quand il y a Wemby et Stephen Castle sur le terrain. La deuxième meilleure équipe défensive. Rudy, il a un apport monstrueux. Ça a toujours été le cas de toute façon. On savait que chez le Jazz déjà, le coach avait été énormément remercié pour son travail défensif et tout. Il avait été interviewé là-dessus et il avait dit lui-même que c'était pas réellement grâce à lui, c'était surtout par l'apport de Rudy Gobert. Il décourage énormément de gens à aller au cercle et en fait, il fait vraiment partie de ces mecs-là qui ont un rôle. C'est un vrai role player, c'est un défenseur, on lui a demandé d'être fort en défense. Après, oui, certes, il fait pas de trucs stylés de ouf, il fait pas des fadeaway, mais il commence à avoir un jeu posté très bon. Il a dit qu'il travaillait son shoot à 3 points. Il est en train de travailler son jeu avec ballon. Il a un jeu sans ballon. Je pense que en termes de jeu sans ballon, il n'y a pas mieux que Rudy Gobert. Il joue très bien. Il fait des appels de balles géniaux. Des écrans, il n'y a pas un meilleur poseur d'écran que lui. Clairement, qu'est-ce que vous voulez de plus pour ce mec-là? Le seul problème qu'il a,
c'est son salaire. Les gens deviennent fous quand ils entendent son salaire, ils disent qu'il mérite jamais ça, mais en fait, sa défense est tellement bonne que son salaire, en fait, il est justifié. L'équipe, quand ils sont partis voir, et puis déjà, ça ne nous regarde pas, l'équipe fait ce qu'elle veut, mais quand l'équipe est partie le chercher, elle est partie le chercher pour sa défense. À aucun moment, il s'est vendu comme un grand shooter, comme un certain Karl Anthony Towns. Rudy s'est jamais vendu comme un shooter, il s'est jamais vendu comme un mec qui monte le ballon, il a toujours joué son jeu de défenseur, donc s'il a été payé pour ça, bah là, il est en train de remplir sa tâche comme on lui a demandé. En plus, aujourd'hui, c'est un joueur d'expérience. Comme Julius Randle, je l'ai pas dit, Julius Randle, il a 31 ans. Ça va faire pratiquement 10 ans qu'il est en NBA. C'est un joueur très expérimenté. Rudy aussi. Et mine de rien, ce groupe est très expérimenté. Ça fait, comme je vous ai dit, 2 finales de conférence. Attention à cette équipe des Wolves. D'ailleurs, en parlant de Rudy Gobert, on va pouvoir parler de son remplaçant. Naz Reid, le 6e homme par excellence, incroyable. Le niveau proposé par Naz Reid, c'est génial. Un super défenseur, un mec qui met énormément d'énergie et c'est un super shooter à 3 points. Le mec, on dirait, il déclenche comme Stephen Curry. Bon, dans une moindre mesure, mais il déclenche à une vitesse ses 3 points et ça rentre en plus. Hein. Il en prend pas mal, il a des très bons pourcentages pour un mec de cette taille. C'est un mec hyper constant et même il progresse au fur et à mesure. Il prend plus de shoot à 3 points que l'an dernier, mais ses stats, il arrive à les maintenir. Ses pourcentages sont toujours aussi bons. Il prend de plus en plus de points, il joue de plus en plus de minutes, ce qui permet à Rudy de se reposer énormément. Quand il est sur le terrain, il a un plus-manus toujours positif. Franchement, Naz Reid, rien à dire. Ils ont fait le choix de le garder à la place de Nickeil Alexander-Walker. Bon, certains diront que c'est un mauvais choix. Moi, je trouve que c'est un super bon choix. Une équipe championne, c'est une équipe qui a un bon roster complet avec des énormes remplaçants. Naz Reid, c'est clairement le bon remplaçant par excellence. Là où cette équipe est un peu problématique, c'est qu'elle manque d'un poste 1. Et le problème, c'est qu'il leur manque clairement, oui, un poste 1, mais pas forcément meneur de jeu. Parce que Ant-Man gère le ballon. S'il a pas le ballon dans les mains, ça se passe pas bien. Faut clairement que le ballon reste entre les mains d'Ant-Man. Mais en revanche, il leur manque un poste 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu trouves un poste 1 qui a pas trop le ballon, mais qui est quand même bon, à qui on fait plutôt des passes qu'on lui en demande? J'ai pas la réponse à cette question. Pour l'instant, ça a l'air de se passer assez bien. On a Dante DiVincenzo qui fait du bon boulot. Mike Conley qui a quelques minutes, mais voilà, il a 38 ans, il est sur le déclin. Il a une très belle carrière, gros respect à lui. Mais actuellement, Pépère, c'est un peu compliqué. On peut pas lui en vouloir. Si cette équipe veut pouvoir aller jusqu'au bout, et on le sent depuis quelques années, depuis l'année dernière déjà en fait, c'est une de ces équipes qui a une pièce de remporter le titre. Oui, alors il y a eu des rumeurs de trade entre Jay Morant, Anthony Edwards, c'est un backcourt de folie, un des meilleurs d'histoire et tout. Pour moi, ce serait foncer dans le mur en fait, parce que Jay Morant a besoin énormément de ballons, Ant-Man encore plus, et clairement Ant-Man ne va pas prendre moins de ballons pour en laisser à Jay Morant, faut pas rêver. Moi je pense qu'ils auraient plus besoin d'un mec comme Jordan Clarkson qui est là, mais qui sait que c'est pas forcément le numéro 1, qui apporte des bonnes minutes à l'équipe. En fait, Jordan Clarkson, c'est un peu un Dante DiVincenzo V2, quoi. Il est un peu meilleur, ils ont un peu le même rôle, c'est ce genre de mec qu'il leur faut. Je vais vous dire quelque chose, mais vous allez peut-être vous moquer de moi, mais c'est pas grave, mais un D'Angelo Russell, par exemple, certes, on sait que ces dernières années, c'est catastrophique, mais en fait, c'est peut-être le genre de profil qui pourrait intéresser Minnesota. C'est un mec qui a pas énormément de valeur, donc tu perds pas forcément d'assets parce que oui, faire venir un meneur, ok, mais contre quoi? Tu peux pas te séparer de Rudy Gobert. Ant-Man, n'y pensons même pas. Julius Randle, bah, c'est quand même un des mecs qui fait la force de ton équipe. Tu te débarrasses de qui? McDaniels, comme je vous ai dit, ça va devenir le lieutenant de Anthony Edwards. Actuellement, sa cote n'est pas forcément élevée, mais dans 2-3 ans, je peux vous dire que ce mec-là, il va pouvoir être mis dans des trades de fou. Qui est-ce que tu perds pour aller récupérer justement un poste 1? C'est ça la question, c'est la difficulté de cette équipe. En revanche, on peut voir que ça tient quand même bien la route. Le truc, moi, qui m'alerte, c'est que cette équipe a déjà joué contre tous les gros dans la conférence Est et même dans la conférence Ouest. Ils ont affronté les Lakers 2 fois en début de saison. Bon, c'est 2 défaites, mais clairement, la dynamique des Lakers et la dynamique des Wolves en ce moment, il n'y a pas photo. S'ils étaient amenés à se re-rencontrer là actuellement, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. 2 fois les Cavs. Bon, c'est pareil, 2 défaites, mais on voit les 2 dynamiques en ce moment. Denver, ça, c'est vraiment l'équipe avec laquelle il n'y a pas d'excuses. Ils ont pris 3 défaites contre Denver. Et Denver, bon, c'est vraiment pas l'équipe à aller chercher. Contre San Antonio, 2 victoires contre une défaite. San Antonio qui est très en forme en ce moment. Et malgré tout, les Wolves les ont remis à leur place. Contre les Knicks, il y a eu une victoire, une défaite. On voit encore une fois les dynamiques des 2 équipes. Là, il y a clairement pas photo. Contre Houston, il y a une défaite très disputée. Ah oui, parce que il y a aucun match contre ces équipes-là dont je vous ai parlé qui n'a pas été disputé. Il n'y a jamais eu un blowout. Toutes les rencontres ont fini dans le Money Time. Et ça, c'est clairement des signaux d'équipes qui jouent le titre, en fait. Ils ont affronté 2 fois le Thunder, une fois en début de saison quand les Wolves n'étaient pas encore en place. Et oui, toutes ces défaites-là qu'ils ont cumulées, c'était
principalement en début de saison. Les Wolves n'étaient pas encore en place. Et là, actuellement, et c'est là où je veux appuyer, c'est qu'ils sont en train de lancer la machine. La machine, elle est en train de chauffer. Les Wolves, c'est un moteur diesel. Ça met du temps à chauffer, mais une fois que ça a chauffé, ça risque de faire très mal. Donc voilà, je serais pas étonné de voir que les Wolves finissent deuxième de la conférence Ouest, peut-être troisième. Je pense qu'OKC, ça va se ralentir un peu. On voit qu'ils essuient énormément de défaites en ce moment. Ça m'étonnerait pas qu'ils terminent pas premier. Clairement, Denver sont en train de s'imposer comme le favori cette année. Pour moi, il y a clairement pas photo. Ils sont en train de jouer sans Jokic et pourtant, ils font énormément de mal aux autres équipes. On commence à pouvoir désigner quelques scénarios possibles. Là, on voit encore qu'OKC a perdu Jalen Williams. Ça va pas être facile, surtout dans la situation actuelle où OKC est dans une période un peu de faiblesse. Ça reprend un petit peu, mais là, avec la perte de Jalen Williams, j'ai peur que ça rechute. San Antonio est très bon, mais on sent qu'il y a des mecs comme Harrison Barnes qui commencent à régresser un peu. Bon, Devin Vassell n'est pas là. Dylan Harper est en train de se manger un rookie wall. Il revient petit à petit, mais ça reste un peu compliqué pour lui. Les Rockets essuient beaucoup de défaites. Clairement, à part Denver et les Wolves, il n'y a pas énormément d'équipes qui sont sur une très bonne dynamique. Bon, après, à l'Est, il y a bien évidemment les Pistons et les Celtics, mais à l'Ouest, à part les Wolves et les Nuggets, je vois pas énormément d'équipes qui sortent du lot. Alors, pourquoi ne pas espérer un titre peut-être en fin de saison? À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que cette équipe peut aller au bout dès cette saison. À voir ce qu'ils vont faire pendant la trade deadline, hein. Vous savez qu'on a jusqu'au 5 février. Et ça va peut-être bouger dans leur équipe, surtout s'ils ont vraiment des ambitions d'aller chercher le titre. Ça va sûrement bouger. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous, likez, boostez la vidéo. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!